Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business. RLP Business, un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers dans le Périgord, en banlieue de Périgueux. RLP Business va vous parler de management, d'entreprise, d'économie, de business. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, nous avons avec nous monsieur Christophe Fauvel, qui est président de la CCI Dordogne, président d'honneur du MEDEF Périgord après l'avoir été un certain temps président tout court. Monsieur dirige aussi l'école No School, diverses sociétés dont Digital Video Développement Prod, et c'est aussi l'ex-président du Bergerac Périgord Football Club durant quasiment 20 ans qui a fait briller nos couleurs dans la France entière. Monsieur Fauvel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très très bien, merci. Cette description vous convient ? Oui, elle est tout à fait exhaustive. Bon, c'est parfait, nous en parlons après les actualités, mais d'abord, actualité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Actualité, la chronique de la semaine sera aujourd'hui consacrée au monde des indépendants, PME, TPE, ainsi qu'aux tentatives de mise en place de contre-pouvoirs, protestations et autres syndicats. Bah oui, parce que si on reçoit l'ancien président du MEDEF, il faut bien parler des tentatives de développement et de fédération des PME, TPE, qui sont, vous savez, mon petit cheval de bataille. Un patron de PME, c'est celui qui engage dans son entreprise tout son avoir financier, celui qui exerce des fonctions réelles et uniques de responsabilité et de gestion, celui qui met en jeu son savoir et en cas d'échec, son honneur. Monsieur François Asselin de la CPME. Alors dans ses revendications, dans l'histoire des revendications, difficile de passer à côté de Pierre Poujade, qui a donné son nom au poujadisme, mouvement qui entre 53 et 58 réclame la défense des commerçants et artisans. Rapidement, le poujadisme peut se définir surtout comme une rébellion, une révolte des petits contre les gros, contre le fisc. On peut parler aussi de Christian Pousset, mort assassiné le 29 janvier 2021 à Bayer, qui était un syndicaliste, qui avait tenté de créer la Confédération de défense des commerçants et artisans de 85 à 96, et la Confédération européenne de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales, la CDCAE de 92 à 2001. On peut aussi citer Claude Reichmann, qui a tenté de faire tomber le monopole de la sécurité sociale. Bah oui, si on est dans l'Europe, après tout, pourquoi ne peut-on pas adhérer aux charges sociales et aux impôts, aux protections sociales des divers pays de l'Europe? Pourquoi est-on encore non soumis à la libre concurrence? C'est une question qu'on peut se poser. Nous en avions parlé ici avec Pierre-Yves Rougeron, le début des Gilets jaunes en 2018. On a tendance à l'oublier, c'était une révolte fiscale menée par nombre d'agriculteurs, de libéraux et d'indépendants qui ne pouvaient pas rester mobilisés bien longtemps et qui ont ensuite cédé leur place à une seconde phase des Gilets jaunes qui est devenue telle qu'elle est aujourd'hui. Mais au départ, c'était quand même aussi un mouvement poujadiste. Monsieur Christophe Fauvel, ex-président du MEDEF Dordogne, actuellement président de la CCI, le tissu social entrepreneurial de la Dordogne et de la France, de manière générale, est composé majoritairement de TPE et d'indépendants. C'est une population qui est particulière. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des PME, TPE actuellement et des revendications qu'on trouve régulièrement depuis 50, 60 ans de ces entrepreneurs? Écoutez, déjà, à vous écouter sur la description, le MEDEF Périgord, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger pendant une quinzaine d'années, n'est pas du tout éloigné ou se retrouve complètement dans la description un peu revendicative de ce que vous avez. Ben oui, parce que dans le Périgord, forcément, il y a beaucoup de TPE, PME. Voilà, c'est vrai dans le Périgord, c'est vrai en Nouvelle-Aquitaine, oui. C'est vrai en France. L'essentiel de notre tissu économique est constitué de TPE, PME. Absolument. Et c'est vrai que ces entreprises-là, qui sont peut-être plus fragiles que d'autres, je ne voudrais pas opposer ce que vous appelez les gros et les petits, parce que en fait, il y a toujours des chefs d'entreprise à la tête de structure. Vous trouvez? Oui. Après, elles sont plus ou moins équipées, ces entreprises, avec des back-office plus ou moins importants. Mais si vous voulez, il y a toujours des problématiques de chefs d'entreprise, de fiscalité, de concurrence européenne, mondiale, et de charges qui pèsent sur ces structures, qu'elles soient grosses ou qu'elles soient petites. Et notre combat, qui est le combat de l'entreprise, et quand je dis l'entreprise, j'y inclus bien sûr les chefs d'entreprise, mais j'y inclus les salariés, bien évidemment, parce que sans les salariés, il n'y a pas d'entreprise, et sans les patrons, il n'y a pas d'entreprise non plus. Donc ça ne fait qu'un. Et ça a toujours été mon combat au niveau du MEDEF Périgord. J'étais un des premiers, il y a 7-8 ans de ça, j'ai un petit peu cassé les codes, mais à réclamer une augmentation du SMIC importante, parce que c'était avant les Gilets jaunes que j'ai dit ça. Ça me semblait être le bon sens, parce qu'aujourd'hui, avec 1 200 €, c'est difficile de vivre tous les mois sur un foyer.
Et bien évidemment, cette augmentation du SMIC, elle ne pouvait se faire qu'à travers une baisse des charges sociales, car nous avons, c'est notre problème en France, une fiscalité qui est trop lourde, un système de protection sociale qui certes protège beaucoup, mais qui est très très lourd et qui est supporté par l'ensemble du système, les employeurs, mais également les salariés. Et la différence entre le brut et le net, aujourd'hui, le salaire brut et le salaire net est trop importante et c'est un des problèmes majeurs dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Absolument. Mais là, on parle beaucoup de salariat, on parle beaucoup d'entreprise de manière générale. On sait que dans chaque mouvement, dans chaque organisation, il y a différentes tendances. On sait que être petit restaurateur, ça déplaît à la grande internationale des restaurateurs et donc beaucoup de restaurateurs se font racheter pour devenir salariés d'une grande succursale. On sait que devenir indépendant à son compte est un combat, qu'avoir le premier salarié est un combat, qu'avoir le 7e ou 8e salarié est aussi une marche qui est difficilement atteignable. On ne peut pas comparer par exemple des grosses sociétés qui, eux, ont un service juridique, économique, des avocats pour pouvoir se permettre d'avoir extrêmement peu de charges ou de faire du chantage à l'institution, et le restaurateur du coin, la petite pharmacie, le travailleur indépendant qui, eux, par contre, doivent gérer eux-mêmes la production, l'administration, l'administratif, la régulation, et donc il y a véritablement deux sortes de sociétés. Je peux pas vous laisser dire complètement cette chose-là comme ça, mais je vais le démontrer parce que je vais pas juste qu'affirmer. Parce que dans le fil rouge de ce que vous dites, oui, vous dites exactement ce que je pense. C'est-à-dire que le fil rouge de toute la problématique d'une entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grosse, c'est le poids de l'administration, c'est le poids des obligations, c'est les seuils que vous citez, les moins de 10, les plus de 10, mais ça, c'est pas le fait du chef d'entreprise, c'est le poids de l'excès de réglementation qui pèse aujourd'hui en France, qui empêche l'esprit d'initiative, qui coûte, quoi que vous en disiez, mais ça coûte aux grands groupes. C'est pas par plaisir qu'ils ont des services, des back-office et autres pour gérer tous ces problèmes-là, mieux que les TPE et les PME. Eux, ça va leur prendre 1,5% de leur chiffre et tout, de gérer tout ça, l'indépendant du coin. Excusez-moi, mais 1,5% sur les sommes engagées, ça fait beaucoup. Moi, j'avais 4 salariés, c'était un jour par semaine. Oui. C'est pas 1%. Hein. Le grand groupe ou la petite PME ou la petite TPE, elle ne réclame pas l'excès de charge. C'est un des combats que nous avions eu et que nous avons toujours au niveau du MEDEF, c'est la simplification. Nous décrions souvent l'Europe comme un poids excessif, mais si nous avions en France juste le poids des normes européennes et non pas des surréglementations comme il y a en France, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de TPE, PME et de grands groupes qui s'en porteraient beaucoup mieux. C'est Christophe Fauwels, l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. RLP Business, RLP 102.3, aujourd'hui avec Christophe Fauwels. Christophe Fauwels, vous avez entendu un petit peu la chronique économique. Après, on va regarder un peu plus le personnage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Vous êtes de quelle génération, monsieur Fauwels, à peu près? Alors, génération des années 60. Donc, les 60s pour les... c'est entre les boomers et la génération X, on va dire. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu militant pour l'entreprise? Comment devient-on Christophe Fauwels? Alors écoutez, par vocation, je ne pense pas, parce que je n'étais pas programmé pour ça. J'ai toujours eu le goût d'entreprendre, le goût de construire. Et très vite, une fois que j'ai créé mon entreprise et que j'ai pu être à l'aise dedans, maîtriser à peu près tous les process, je me suis senti, pas l'obligation, mais l'envie d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire d'être curieux, d'aller voir un peu d'autres pratiques, d'échanger avec d'autres collègues, parce que je pars du principe que être uniquement cantonné dans son entreprise, c'est avoir le nez tout le temps sur le guidon, et qu'on s'enrichit, mais quand je dis s'enrichit, c'est pas pécuniairement, on s'enrichit intellectuellement à échanger avec des gens qui sont d'accord avec vous, des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui ne pensent pas comme vous, parce que forcément vous en retirez quelque chose pour votre propre culture et pour votre propre entreprise et vos salariés. Juste rapidement comme ça, votre famille, vos parents étaient dans l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Donc vous avez gagné du temps, vous avez gagné quasiment 10 à 15 ans par rapport à ceux qui sont issus d'un milieu social qui ne connaît pas l'entrepreneuriat. Vous avez fait quelles études? Très peu d'études, parce que j'ai eu un bac scientifique et je me suis mis tout de suite au travail. School of Life. C'est l'école de la vie. L'école de la vie, et tout de suite,
Première activité professionnelle, entrepreneuriat? Non, j'ai mis 2-3 ans, j'étais salarié pendant... Qu'est-ce que vous avez fait? J'étais moniteur auto-école. D'accord, moniteur d'auto-école, donc la population, regardez un modèle commercial, et après vous avez créé... Absolument, une propre entreprise avec mon frère à l'époque. Qui faisait quoi? On a monté un centre de formation dans les transports et la logistique, et mon frère était spécialisé plus sur une école de moniteur auto-école. Moi j'étais plus sur le transport et la logistique, lui sur le moniteur auto-école. On a créé ce concept d'école privée là-dessus, parce qu'on avait pensé que à l'époque ça n'existait pas dans le privé, ça existait avec des émanations de syndicats professionnels et des lourdeurs de syndicats professionnels, et on a monté une structure privée très agile là-dessus à Bergerac à l'époque. Donc sociologiquement, vous étiez dans une famille d'entrepreneurs, vous avez passé peut-être un an ou deux à regarder comment un modèle se faisait sur le terrain, et après vous avez compris tout de suite qu'il y avait un marché à prendre, il y avait des marges possibles, des choses à améliorer, vous avez pris l'espace et vous êtes lancé comme ça. Oui. Et puis après, au fur et à mesure, vous avez terminé président du MEDEF Périgord. Oui. Je résume rapidement, mais oui, très rapidement, parce que moi, l'aventure entrepreneuriale, je l'ai connue, parce que quand on s'est installé avec mon frère, on était 2 salariés, lui et moi. On a fini 7 ans après, on était 200 salariés. Donc on a connu la création, on a connu la progression. Vous savez ce que c'est que de démarrer à 2 et de monter à 200? Ben oui, je l'ai vécu. Oui, je l'ai vécu. C'est important parce que c'est un challenge. Ça, c'est entre 90 et 2000, on est passé de 2 salariés à 200 salariés. Donc on a un peu tout connu de l'entreprise, y compris la crise de croissance, parce que quand on grandit aussi vite, il y a une crise de croissance. Les relations sont plus les mêmes, on connaît plus les salariés de la même manière. C'est moins des amis ou des collaborateurs, ça devient plus des salariés. Des ressources, quelque part. Des ressources. J'ai connu la création d'un délégué des personnels, j'ai connu la création d'un comité d'entreprise, d'un savoir déléguer, il y a un mot qui est passé là. Voilà. Et j'ai toujours, ça c'est mon leitmotiv par contre, j'ai toujours beaucoup délégué. Parce que tout seul, on n'est rien. Ah oui. Ah, toujours. Mais c'est parce que vous l'avez appris familialement. Les autres mettent beaucoup de temps. Je vous assure, les gens mettent beaucoup de temps à l'apprendre. Ils n'arrivent pas à déléguer. Non, moi, c'est une culture. Franchement, il y a des choses que j'aime mieux faire que d'autres. Et celles que j'aime moins faire, je préfère les déléguer. Elles sont mieux faites que si je les faisais moi. Mais que ce soit au niveau de la CCI de la Dordogne, que ce soit au niveau du MEDEF, que ce soit dans mes entreprises ou au football, par exemple, on en parlait tout à l'heure, j'ai toujours beaucoup délégué. Je fais confiance aux gens. Quelquefois, ça s'est retourné contre moi. Rarement, mais ça m'est arrivé. Mais la majeure partie des cas, j'ai vécu de très belles aventures professionnelles grâce à la délégation. Mais le football, on le dira jamais assez. Pour moi, c'est l'école du management par excellence. Tout est devant nous, absolument tout. C'est la gestion de groupe et on le voit à la télévision, les bêtises, les trucs à faire, les gens qui réussissent, ceux qui n'y arrivent pas. Le football est vraiment une école de management qui est placée devant tout le monde. On revient aux années 90. C'était moins facile que les années 70, mais ça restait encore faisable. J'ai connu les années start-up, moi, on sait ce que c'est que grandir beaucoup durant les années start-up. Comment on passe de 2 associés à 200 salariés? En plus, c'est une société que vous avez revendue par suite, que vous avez encore. Alors celle-ci, j'ai revendue, elle s'appelait Fauvel Formation, ça portait mon nom, on était 2 avec mon frère à 50-50. Donc elle a été revendue dans les années 2020, pas dans les années en 2020, juste après le confinement. Voilà. Okay. Ça m'a permis de passer plus de temps à mon autre société que j'avais à côté, No School, qui est à Bordeaux, une école privée qui travaille sur l'enseignement post-bac, forme du bac plus 2 au bac plus 5, voilà, dans les métiers immobiliers, banque, assurance, tourisme, RH notamment. On a 1500 étudiants sur Bordeaux, sur le campus. Donc ça, c'est mon autre métier aujourd'hui, avec des métiers liés à la communication, la vidéo et autres que j'ai en Dordogne toujours. Ok, maintenant on va globaliser. Ok, donc vous avez commencé en 90, en 30 ans, dans le monde de l'entreprise, il y a eu plusieurs législatures qui se sont succédées, plusieurs courants politiques. Qu'est-ce qui a changé en 30 ans ? Alors, le rapport au travail a énormément changé. Vraiment, pour moi, il y a une cassure si je dois faire un résumé de ma vie professionnelle, c'est 1998. C'est le passage aux 35 heures. Pour moi, c'est une cassure sociologique. Il y a eu les années 80 avec Mitterrand qui ont été importants parce que ça a été les 39 heures, ça a été la retraite à 60 ans, ça a été des avancées sociales, certes. Un changement de mentalité, de paradigme en 80, très fort. Très important, mais qu'on paye encore aujourd'hui. On ne va pas se lancer sur un débat politique, mais on paye encore ces décisions aujourd'hui. Et 98, puisqu'on parle du travail, pour moi, ça a cassé le rapport au travail. J'ai connu les années 98, on est passé à 35 heures. Au début, c'était 35 heures minimum. C'est devenu peut-être... Mais ça a été un boxon total, ce truc-là. Ouais, ça a été fait de manière prématurée, il y avait 3 SMIC différents, les travaux de la commission Juppé n'étaient pas terminés. C'était n'importe quoi. Pour le mettre en place, c'était n'importe quoi. Donc les gens disent que c'était un acquis social, mais ça a été fait beaucoup trop vite. Les 35 heures, moi j'ai dit pourquoi pas les 32 heures ou les 30 heures, mais c'est adapté, ça doit être adapté à chaque activité. Vous saviez qu'au départ, la commission Juppé faisait la promotion d'une annualisation? Oui, mais c'était excellent parce que ça représente la vie économique d'une entreprise. Il peut y avoir des pics d'activité, il faut bosser 40-45
45 voire 50 heures. Et puis des fois, 20 heures, ça suffit largement. Moi, je travaillais dans une boîte, on mettait en place l'intéressement. L'intéressement avec l'annualisation. Mais c'est très bien. Et puis, on augmentait le net des gens et par contre, on demandait la flexibilité sur l'année. Mais vous savez, au niveau des organisations professionnelles, on ne demande pas autre chose qu'on laisse la place et la voie au terrain, au plus proche du terrain. Après, quand le terrain n'est pas capable, vous parlez TPE, des PME, je pense que les rapports entre les employeurs et les salariés dans les TPE, PME, il est très proche. Vous parlez de la création potentielle, de syndicats et autres. Le dialogue social, il passe très très bien sur le terrain parce que les gens se connaissent. Après, il y a la voie, on va dire, des fédérations, des conventions professionnelles. Et après, il y a la loi. Et aujourd'hui, on a trop tendance à passer par la loi. Et la loi écrase tout. Elle ne tient pas compte des spécificités des métiers, des territoires et de tout ce qui va avec. Et là, c'est vraiment un écrasement, un jacobinisme qui nuit au monde du travail. D'accord. Le mot est lâché, donc on l'a dit, l'arrivée des 35 heures pour vous a représenté une complexification pour les entrepreneurs qui cherchent à avoir des salariés. On peut comprendre ça au niveau des indépendants qui cherchent à avoir leur premier salarié. C'est extrêmement difficile lorsque vous démarrez en tant qu'indépendant, en nom propre et d'avoir un premier salarié. C'est très difficile de passer aussi les étapes qui sont au-dessus. Qu'est-ce qui a évolué ensuite ? Mais malheureusement, ça n'a pas évolué dans le bon sens parce qu'il y a une complexité. Régulation, l'ultra-régulation. Ah ouais, et puis une complexité administrative. Je peux vous dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui croulent sous les obligations administratives, les redondances administratives qui ont un coût énorme, qui empêchent l'initiative, qui annihilent ou diffèrent des projets. C'est un coût incroyable pour le pays, cette complexité administrative. On est plus que les normes européennes sur moult sujets et, excusez-moi de le dire aussi vulgairement, on en crève. On en crève. On en crève. Vous connaissez un petit peu le monde anglo-saxon ? Vous avez voyagé ? Vous avez une expérience entrepreneuriale que en France ou vous avez une vision internationale ? Alors, j'ai plus une vision française qu'internationale, honnêtement, mais je regarde ce qui se fait ailleurs, bien évidemment. Donc, il y a l'ultralibéralisme à l'américaine, effectivement, je les envie pas, mais à certains égards, oui. Sur le côté, l'encouragement, le fait de pouvoir se planter, de rebondir, la culture américaine là-dessus, ce qui n'est pas du tout la culture européenne, voire française. La culture de l'échec est très mal vécue ici. Aux États-Unis, c'est vécu comme une expérience positive, parce qu'on ne reproduira pas cette même erreur. Tout entrepreneur a une boîte à perte, on appelle ça comme ça, hein, et puis plus la boîte à perte est remplie, plus on a d'expérience, et l'expérience d'entrepreneuriat, c'est important. C'est ça. Donc voilà, il y a des choses que je retiens, pas tout, mais des choses que je retiens en dehors de notre pays qui seraient très positives. D'accord. On va regarder maintenant un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation des entrepreneurs. Et là, moi, je vais me placer vraiment au niveau de mon cœur de métier et de là où je me situe, d'où je parle. Moi, je parle des indépendants, des boîtes de 4-5 personnes. Je parle pas des grosses... je parle vraiment de ce qui constitue le tissu. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de partir comme ça, tout seul avec sa bonne volonté et son couteau, pour dire les choses, et se faire une réussite personnelle avec des biens immobiliers pour se faire sa retraite soi-même? L'indépendance, l'autonomie, aujourd'hui, c'est encore faisable ou c'est devenu un rêve? Non, je crois qu'il y a toujours une part au rêve, bien sûr. Il faut toujours rêver. Quand on est jeune, important, le rêve. Oui, il faut toujours préserver ça. Et je crois qu'il faut encourager l'état d'esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, un chiffre qui est toujours agréable à constater, c'est qu'il y a une dizaine d'années de cela, les jeunes avaient pour appétence davantage de rentrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, ce chiffre il s'est inversé. Les jeunes ont plus envie de créer leur entreprise. Alors, peut-être de manière plus égoïste que de ce qu'on a connu nous. C'est-à-dire que le contrepoids de ce que je dis, c'est que créer son entreprise, c'est pas forcément créer son entreprise avec des salariés, avec des contraintes énormes. C'est créer sa propre entreprise pour réguler son temps. Ils le font à la française, ils sont très indépendants, individualistes. Exactement. Nous, on le voyait arriver en Asie, dès qu'ils arrivaient à faire 2-3 000 balles sur Internet, ils quittaient la France, ils arrivaient là-bas parce qu'on n'imposait pas sur les revenus hors Thaïlande, par exemple, et puis ils vivaient avec les dépenses locales, avec des revenus européens à 2-3 000 euros par mois. C'était le droit du pétrole, mais c'était totalement pour eux, quoi. Ouais. On le voit poindre aujourd'hui en France. Je trouve que les gens veulent pas avoir de rapport hiérarchique, de moins en moins. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. On est très hiérarchisé en France. Ah oui, beaucoup trop. Il faudrait libérer tout ça. Il y a une réaction systémique des jeunes, en fait, par rapport à ça. Ils ne veulent plus de toutes ces règles, ils ne veulent plus de toutes ces conventions. Mais pourquoi pas s'ils peuvent nous accompagner là-dessus, c'est ce qu'on leur répète de manière un peu trop institutionnelle, à mon avis. Mais au bout d'un moment, il faut que ces contraintes
crainte, elle cesse. On ne fait que répéter qu'il faut simplifier, qu'il faut alléger, qu'il faut libérer un peu l'initiative, mais ça reste des paroles aujourd'hui. Ça reste des paroles. Je peux vous dire qu'il n'y a rien enclenché en termes de mouvement de fond qui va dans le bon sens. Donc, effectivement, c'est pas forcément évident. Je veux dire, l'entrepreneur, il serait aux USA aujourd'hui. Quelqu'un comme vous, comme moi, par exemple, aux USA, on aurait assuré nos vieux jours beaucoup plus fortement qu'en France. Je crois que, vu tout ce qu'on entend sur le débat des retraites et sur le climat économique, la situation internationale, aujourd'hui, il faut vraiment de plus en plus se poser la question sur l'avenir, sur des retraites notamment. Comment je peux m'autonomiser là-dessus, parce que le système par répartition est collectif et à mon avis, il aura des difficultés à bien vieillir. Bon, alors là vous nous retrouvez un petit peu parce que dans cet environnement des petites boîtes et tout, je dis pas qu'il y a du survivalisme, mais il y a de la collapsologie. On voit tous que les choses sont en train de se déliter, de se désagréger, qu'elles marchent de moins en moins bien et qu'il va falloir demander de moins en moins aux autres. Là. Quel est l'espoir de l'entrepreneuriat là par rapport à toutes ces choses qu'on nous demande et toutes ces choses qu'on nous enlève en même temps? Alors, moi, je ne serais pas aussi négatif, parce que ce que vous dites est vrai, il y a un ras-le-bol global, mais il ne faut pas quand même gommer toutes les initiatives qui marchent et qui marchent très très bien. Et en Périgord, on en a quand même un certain nombre, avec des TPE, des PME qui, que ce soit dans l'industrie, dans le service ou dans le commerce, montrent de l'initiative, montrent de l'innovation et se détachent au plan, y compris au plan régional et national. Alors ça, c'est l'énergie de vie qui lutte contre les choses institutionnels qui se désagrègent. Oui, mais ça existe. Ça existe et ça arrive à surpasser ça. Donc s'il y en a qui y arrivent, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Okay. Donc moi je suis plutôt, alors peut-être vous allez me dire je suis un peu idyllique, mais je suis plutôt optimiste là-dessus. Malgré tous ces poids et autres, il faut se battre contre ça, bien évidemment. Mais il faut surtout continuer d'encourager l'envie d'entreprendre, l'envie de créer, l'envie d'innover. Et en Périgord, je peux vous dire que on n'est pas si mal que ça. On est un peu frondeur en Périgord, vous le savez, avec dans le bon côté des choses. J'ai cru remarquer, j'aime bien. Voilà. Moi aussi. On partage. Bon, et donc, là, on voit les sources du militantisme qui transparaissent lorsqu'on vous interroge et autres, on comprend très très bien. Aujourd'hui, vous êtes président de la CCI Dordogne. Qu'est-ce qu'on fait à la CCI? C'est quoi ce truc, la CCI? Alors, le truc de la CCI, c'est vrai que la question se pose souvent. La CCI, ça hésite, de la création de l'entreprise jusqu'à sa cession, en passant bien sûr par les étapes de croissance, décroissance quelquefois, de développement. C'est un truc obligatoire, c'est un truc d'aide, ça vient d'où la CCI? La CCI, ça remonte au XVIIIe siècle, ça date pas d'hier, sous Napoléon ça a été créé, ces organismes publics, parce qu'on est établissement public, c'est un peu atypique, c'est un établissement public qui est géré par des chefs d'entreprise. Chambre du commerce. Et d'industrie. Et on devrait dire, et du service, puisqu'il y a le commerce, l'industrie et du service qui sont prédominants. Donc dans la théorie, c'est un service public qui est censé aller aider les entrepreneurs, les sociétés locales, c'est ça? Créer des entreprises, les développer, les aider à se céder, à transmettre. Aider les gens à créer des entreprises, aider les gens à les développer et aider les gens à les transmettre. C'est ça, exactement. Okay. Alors après ça, on fait plein d'autres choses, c'est-à-dire que on gère des centres de formation, on gère le plateau hôtelier de Boulazec par exemple, on gère l'école de management. On dit bonjour à l'école de Savignac. Savignac, où j'étais hier notamment. On gère le parc des expos du Périgord à Marsac-sur-l'Île. Qui va être refonte, il y a une refonte qui vient. Voilà, exactement. On gère l'aéroport de Bergerac-Dordogne-Périgord. Oui, j'ai vu. Il faudrait enfin qu'on ait un aéroport, là, qu'on puisse un petit peu aller en vacances ou à Dublin, là, avec des vrais avions. Pas forcément que à Bergerac, mais aussi à Périgueux. Ce serait bien de le garder. Alors, Périgueux, ça y est, c'est réglé, puisque la CCI vient d'installer. On sauver les salariats, les emplois aussi. Absolument. Là, j'ai vu. C'est une belle victoire de la CCI Dordogne, dont je me félicite. Et donc, c'est important pour Périgueux, notamment, de sauver cet aéroport, parce que une préfecture qui aurait perdu son aéroport, c'était quelque part un petit déclassement dont Périgueux n'a pas besoin. D'accord. Alors, je suis indépendant, là, je vais créer ma petite ressource et autres. La CCI peut faire quoi pour moi? À part m'expliquer, bien sûr, tous les trucs qu'il faut que je signe, tous les machins qu'il faut que je paye. On peut faire quoi pour moi? Alors, surtout quand vous nous portez votre projet, votre plan d'action, s'il est écrit, votre business plan, comme on dit, pour être dans le faire jargon. De la voyance et dire à l'avance ce qu'on va faire. Ouais, voilà, exactement. C'est obligatoire, il faut y passer par. Oui, ça sécurise les banquiers, ça doit sécuriser le chef d'entreprise aussi. Et après ça, la CCI, on a créé des structures comme Initiative Périgord qui peuvent vous accompagner sur le financement de votre projet, parce que on a besoin de fonds propres, bien sûr, pour lancer une activité, mais on a besoin d'être accompagné par des banques. Alors ce mythe-là où il faut de l'argent pour être à son compte
compte initialement, c'est toujours vrai? Ben oui, selon les activités, il y a besoin d'un fonds de roulement, ce qu'on appelle un fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, soit vous l'avez naturellement parce que vous avez des fonds propres naturellement, soit vous l'avez pas, il faut aller chercher ailleurs. On va expliquer aux gens, on se lance, il faut avoir au moins de quoi vivre durant un certain temps. Oui, même en partant du principe qu'on se tirera pas de salaire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est souvent le cas malheureusement. Mais il faut payer des salariés, il faut payer des machines, il faut payer un loyer, il faut payer un ordinateur. Et ça, il faut une mise de fonds. Donc ça, la CCI... Ça, c'est quand on vend pas du temps contre de l'argent. Par ça, exemple. c'est quand on fait un véritable business. Tout à fait. Voilà. Donc nous, on est présent, on a créé des structures comme Initiative Périgord qui peuvent vous donner des prêts d'honneur, qui sont des prêts qui sont ou acquis ou à taux zéro et qui surtout emportent la confiance de la banque derrière. C'est-à-dire si Initiative Périgord y va, la banque suit systématiquement parce qu'elle juge que le tampon Initiative Périgord vaut crédit, vaut quitus pour la viabilité de l'entreprise que vous créez. Donc c'est ça la CCI. Ah, vous certifiez pas les comptes, vous certifiez les projets de manière à ce qu'ils soient plus facilement défendables. Il faut y aller. D'accord. Exactement. On dit, si nous on y va, écoutez, allez-y. Parce que nous on a jugé qu'il fallait y aller. Donc c'est une caution morale et financière qui est très importante pour le jeune entrepreneur qui se lance. D'accord. Donc première chose, on vient vous voir, on a ça. On a aussi des formations sur l'administratif et les contraintes. Ouais. Puis éventuellement on a un suivi. J'ai vu qu'il y avait une bourse aussi des entreprises à acheter et à revendre. Oui, c'est le côté transmission d'entreprise. D'accord. C'est vraiment la queue de notre mission. On accompagne et on dynamise la création d'entreprise. On suit l'entreprise tout au long de sa vie et son développement. Et puis à la fin, il faut bien la transmettre. Et là, on intervient aussi. Ok, très rapidement, le Périgord, environnement rural et tout. Nous sommes en 2025. La technologie, la transition numérique, les cryptos, tout ça, c'est un vocabulaire, c'est très éloigné ou ça rentre dans le tissu économique local? Non, ça rentre de plus en plus. Ça J'en parlais hier. C'est vraiment, ça rentre vraiment parce qu'on ne voit pas tout. Ouais. Je peux vous le dire, j'étais avec le président du département hier, Germinal Perrault, en visite à Savignac. Parce qu'on voit 2-3 bois de IT, mais c'est tout. Ouais. Mais ce que vous voyez pas, par exemple, c'est le nombre de cadres qui rapatrient de la Dordogne le jeudi soir, par exemple, et qui, grâce à la fibre aujourd'hui, télétravaillent le vendredi, vivent en Périgord, du coup passent un grand week-end et implantent, j'espère, on veut, Germinal Perrault, on le disait hier, on veut essayer de mesurer ce phénomène, voir s'il n'y a pas moyen de repeupler nos écoles, repeupler nos villages avec des gens qui arrivent avec un CSP+, et qui télétravaillent grâce à la fibre qui a été installée, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qui était un investissement du département. Ah oui, énormément. La Dordogne, future plateforme offshore qui rapatrie les devises des grandes villes. Alors, je ne dirai pas jusque-là, mais en tout cas, rapatrie les compétences. Qui rapatrie les compétences. Voilà. Ok, très bien. Christophe Fauvel, en quelques secondes, là, les grands projets de la CCI qui arrivent là demain. Alors demain, on a la refonte du parc des expositions, puisque c'est notre projet numéro 1, la relance de l'aéroport de Périgueux-Bassillac et la transformation du modèle de Savignac. Voilà, si je dois être très rapide, mais j'en laisse plein de projets à vous décrire à venir. Et les projets de Christophe Fauvel dans les mois et les années qui viennent? Continuer à servir l'économie du Périgord le plus longtemps possible. Et vous aussi, je suppose, développer vos entreprises qui sont actuellement No School, Digital Video. Mais de ce point de vue-là, elles sont bien parties. J'ai envie de dire, je touche du bois. Voilà, j'ai la chance d'avoir des entreprises qui tournent bien aujourd'hui. Vous avez la Midas Touch, comme on dit, là? Voilà, j'ai le bonheur de ça. Donc je peux me consacrer complètement au développement des autres. Très bien. Monsieur Fauvel, merci. À tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.